Je m'appelle Mikus, simple musicien qui erre parfois en pleine nature pour trouver l'inspiration. Chez moi, les gens aiment écouter des chansons pour se divertir. Le boulanger me donne un peu de pain, le maraîcher quelques fruits et légumes, et je ramasse au sol ou je cueille dans les arbres ce dont j'ai besoin pour vivre. Je suis très heureux comme ça, et surtout, j'ai plein d'histoires dans ma besace qui valent la peine d'être entendues. Écoutez donc celle qui va suivre. Les nuits s'étirent en automne. La douceur du crépuscule s'accorde aux fines gouttelettes atmosphériques. Ce soir-là, dans le pré de la forêt comestible, j'étais allongé sur l'herbe qui formait un matelas délicat, et j'attendais l'arrivée de la nuit. D'abord, le chant des oiseaux s'estompait doucement pour laisser place au bruissement du vent dans les arbres. La lune faisait tranquillement son entrée à mesure que le ciel s'assombrissait. Elle était belle et son croissant laissait peu à peu apparaître sa texture et ses cratères. Un nuage passa et la recouvrit partiellement, tandis que la première étoile pointa le bout de son nez. Puis 2, puis 10, puis 20, puis 100. Il suffit de quelques minutes pour que des millions d'étoiles brillent dans l'obscurité de la nuit. Au milieu de la forêt comestible, il y avait un olivier millénaire. C'était le plus vieil arbre du bois. Tout le monde l'appelait Pukaina. Car quand venait le soir, il chantait toujours la même rengaine. Parfois, cela énervait ses voisins. Mais d'autres fois, certains arbres se prenaient au jeu et toute la forêt pouvait se mettre à chanter avec Pukaina. Pukaina, 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 Pukaina. Dans la forêt comestible vivait un arbre tranquille. Il avait plus de 1000 ans. On l'appelait Pukaina. À la tombée de la nuit, la lune qui s'arrondit fait briller les feuilles de la canopée. Et tous les arbres se mettent à chanter Pukaina, 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 Pukaina. Au village, c'est la fête. On entend par la fenêtre la douce rumeur qui vient du cœur de la forêt où poussent les fleurs de Pukaina, 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 Pukaina. Dans la forêt comestible vivait un arbre tranquille. Il avait plus de 1000 ans. On l'appelait Pukaina. À la tombée de la nuit, la lune qui s'arrondit fait briller les feuilles de la canopée. Et tous les arbres se mettent à chanter Pukaina, 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 Pukaina. Ces derniers temps, quelque chose n'allait pas. Cela faisait déjà plusieurs mois que la lueur des étoiles était moins vive. Je cherchais à comprendre d'où venait le problème. Je décidai alors d'aller voir le pommier le plus proche pour avoir son avis. Les pommiers sont les plus sages des arbres. Ils connaissent le monde mieux qu'aucun autre et c'est par leurs fruits qu'ils tentent de nous en transmettre les secrets.
Dis-moi, ô grand pommier, toi l'omniscient des vergers, que se passe-t-il au ciel? L'éclat et la joie des étoiles s'estompent? L'arbre, au rond fruit, avait besoin du vent pour répondre. Et dès la première risée, il chuchota. Micus, c'est un drame. Les étoiles ne dansent plus. Lorsqu'une étoile ne danse plus, elle s'affaiblit, puis s'éteint peu à peu. Si par malheur les étoiles devaient disparaître, les arbres et les plantes s'arrêteraient de fleurir. Ce serait la fin de notre monde. Inquiet, je lui demandai alors. Dis-moi, ô roi des fruitiers, toi qui communiques avec la nuit, d'où vient la tristesse de l'univers? Un nuage passa, une bourrasque se fit sentir. Micus, le cycle est enrayé. Tu dois trouver une solution pour rétablir l'équilibre de l'univers afin que les astres s'élèvent de nouveau. Hâte-toi, le temps presse. Cette nuit-là, adossé à un prunier, j'eus beaucoup de mal à trouver le sommeil. Sauver l'univers, rien que ça. Une mission bien trop difficile pour un si petit homme comme moi. Le vent se leva. Quelques prunes tombèrent un peu plus loin, je les ramassai. Pukaina se mit à chanter, cela me réconforta et m'aida à dormir. Au petit matin, j'étais un peu désemparé. Je réfléchis et soudain, une idée me vint. Mon oncle, lui, saurait quoi faire. Il en avait vécu des aventures. Il pourrait m'aider. J'en étais certain, et on allait trouver ensemble comment sauver notre univers. Mon oncle, c'est un pirate. Il vit avec Suzanne, sa souris, sur une île où il fait chaud toute l'année. Je mis des vêtements de rechange dans une valise, ainsi que quelques provisions, et je pris l'avion pour partir à sa rencontre. Après 2 jours de voyage, j'arrivai sur l'île aux fleurs. Des fleurs, il y en avait partout, et de toutes les couleurs. À chaque pas, un mélange de fragrances délicates emplissait mes narines. J'entendis au loin un son étrange, comme si quelqu'un tapait en rythme sur des tonneaux de bois. Mon oncle était là, sur son bateau, les doigts de pied en éventail, à boire un breuvage peu ragoûtant avec son amie Suzanne, la petite souris. « Salut, matelot !» s'exclama-t-il en me voyant. Ah, mon tonton, ce pirate. Tonton pirate, un jour a décidé de partir en voyage à bord de son voilier. Il a réglé le cap sur l'autre bout du monde pour sa dernière étape vers l'île aux fleurs qui abondent. En route, il a croisé des monstres affamés, des requins blancs, des calamars géants. Mais ils ont tous eu peur en sentant son odeur. Mais ils ont tous eu peur en sentant son odeur. C'est un bandit, un vaurien, un brigand, un vagabond. C'est un pirate, oui mais c'est mon tonton. Tonton pirate fête sa fin de journée avec un petit picrate à l'estaminet. Il invite à sa table tous les vagabonds qui contre une fable lui paye un petit ballon. Y a plus un rond dans les poches de son pantalon. Quand faut payer la note, il appelle tous ses potes. Y a toujours un ami pour lui faire crédit. Y a toujours un ami pour lui faire crédit. C'est un bandit, un vaurien, un brigand, un vagabond. C'est un pirate, oui mais c'est mon tonton. Pour plus d'un jour, jamais il ne s'entifle.
car en amour, il serait trop émotif. Et quand on l'embrasse, une belle indigène, ça l'embarrasse, faut voir un peu la dégaine. On voit ses pieds sortir de ses souliers, son bandana attache ses cheveux gras. Quand il se lave les mains, ça nourrit les dauphins. Et quand il prend son bain, ça nourrit les dauphins. C'est un bandit, un vaurien, un brigand, un vagabond. C'est un pirate, oui mais c'est mon tonton. Nous sommes partis juste après le dîner, au milieu de l'océan, voir le soleil se coucher. Notre intention, observer l'horizon et sauver l'univers. Grâce aux rayons verts, c'est un bandit, un vagabond, c'est un pirate, oui mais c'est mon tonton. Le rayon vert, c'est le dernier rayon du soleil que l'on peut apercevoir à l'horizon, le long de l'équateur, lorsque le soleil se couche. Quand il apparaît, il illumine le ciel et montre à chaque être ce qu'il désire savoir le plus au monde. À bord de son navire, nous partîmes tous les trois en direction de l'équateur. Les conditions étaient idéales. L'océan était calme, le ciel était clair et le soleil terminait sa course. Un banc de thon se mit à tournoyer le long de la coque dans un vacarme impressionnant. Poursuivis par une armée d'espadons, ils passèrent sous nos pieds. Certains même, dans la panique, sautèrent par-dessus le bateau. Puis nous les vîmes s'éloigner au large. Les mouvements paisibles de l'eau reprirent leur cours. C'est alors que le soleil, en se couchant, nous partagea son dernier ray de lumière, le fameux rayon vert. Il me laissa voir un message qui se grava sur ma rétine. Trouve le mage volant. Le rayon montra à Suzanne comment parler à la manière des humains, et dès lors, elle put communiquer avec nous. Moi j'en ai ras le cible. Tout ce que je veux c'est partir d'ici. Il n'est même pas capable de se laver les cibes tout seul. Il faut tout le temps que je fasse la vaisselle. Je dis marre. Et je parle? Bon. Oh, je parle. Mon oncle, quant à lui, je ne saurais jamais ce qu'il a vu. De retour au port, je décidai de partir le soir même à la recherche de ce mystérieux mage volant. Suzanne déclara: Vivre avec un pirate, ce n'est pas de tout repos. Et moi, je veux voir du pays. Je pars avec toi, Micus. Elle se posta sur mon épaule et nous fîmes nos adieux à mon oncle le pirate. Il faisait très chaud ce soir-là. Nous avions quitté la mer pour rejoindre le village d'à côté. À l'instar des fleurs de l'île, aucune maison ne se ressemblait. Elles avaient toutes des formes et des couleurs différentes. Dans ce désordre apparent régnait une atmosphère apaisante. Au cœur du village, il y avait un grand parc. La nuit était douce et nous décidâmes d'y dormir à la belle étoile. Le soleil se coucha et nous observâmes le ciel, inquiets de le voir s'éteindre nuit après nuit. « Suzanne, si je ne retrouve pas les étoiles perdues, tout ceci risque de disparaître. » Je sentis une goutte sur le haut de mon crâne. Des nuages avançaient vers nous avec une rapidité déconcertante. Une tempête! Quelle aubaine! C'est une occasion unique d'utiliser le souffle du vent pour envoyer ma requête à toute la contrée. Qui est ce mystérieux magicien et comment le trouver? Je courus vers le front de mer. Des vagues immenses venaient se briser sur la plage. Des rafales humides me fouettaient le visage. Je criai alors au vent pour qu'il porte mon message à toute la mangrove, que les palmes des cocotiers bruissent aux oreilles des séquoias, que l'écorce des grands chênes dans leur craquement le transmettent aussi à tous les acacias, les pins, les acajous, les peupliers.
Où se cache ce mage que je dois rencontrer pour sauver les étoiles ? La tempête dura plusieurs jours. La pluie incessante fut d'abord une bénédiction pour les plantes, mais le soleil vint rapidement à manquer. Lorsqu'il réapparut enfin, l'odeur de l'herbe humide ravit les visages du voisinage. De temps à autre, j'allais me balader au bois pour tenter de glaner des informations. Mon message était-il passé ? Un matin, l'arbre ancien Zamana me rapporta que le vent avait soufflé toute la nuit, un peu plus loin, au nord du village, là où poussent les agaves. Aussi me mit-il en garde, car ces dernières n'étaient pas les espèces les plus sympathiques du règne végétal. Suzanne grimpa sur mon épaule et nous partîmes explorer les environs. Pendant cette balade, une épine vint me piquer au mollet. Et toi ? Me dit l'agave. Je lui jetai un regard surpris. Oui, c'est à toi que je parle, pas à mon cheval. Qu'est-ce que... L'humeur épineuse de cette plante ne me disait rien qui vaille. Dis donc, l'asticot, tu nous bassines pendant des jours et des nuits avec ton magicien, et quand on finit par le trouver, tu te débines ? J'étais tellement surpris de sa manière de parler que j'en perdais mon latin. Vous avez trouvé le mage ? Où se cache-t-il ? Ça, mon petit bonhomme, je te le dirai pas. Comment ? Je te trouve hautain et dédaigneux, je ne veux plus te le dire. Alors tu m'interpelles pour me dire que tu sais où se trouve le mage volant qui m'aiderait à sauver l'univers, mais tu veux garder ça pour toi. Exactement. Je vais faire de toi une bonne tequila pour mon oncle, pensai-je tout bas. Comment ? Elle me donna un coup de sa grande tige sur la tête. J'étais presque assommé. Nous étions vraiment partis du mauvais pied tous les deux. Il fallait que je rattrape le coup. Suzanne me conseilla. Tu devrais la brosser dans le sens des épines. Chère Agave, reine des déserts arides, toi qui survis là où la pluie ne tombe jamais, en quoi puis-je t'être utile ? C'est mieux, mais n'en fais pas trop tout de même. Un peu de dignité. Si tu déloges le charançon qui ronge mes feuilles, tu auras ta réponse. Je te dirai où se trouve le mage. Délicatement, je soulevai chaque feuille pour repérer le petit insecte. Il était là, sous la plus petite des feuilles, à siroter la sève sucrée, au grand désespoir de notre Agave. Suzanne eut une idée. Elle sortit les prunes du baluchon et en forma un tas quelques mètres plus loin, retira le petit insecte de la plante pour le replacer au centre du monticule. Le petit charançon dégustait une agave, il se gavait, 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 sous la plus jeune feuille, à la verticale, jamais ne calait, 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 le nectar de la plante aux épines qui démange, il mangeait, 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 quand il était repu, il traînait sa carcasse pour casser, casser la croûte. Lui qui voyait la vie en couleur, dès qu'il reniflait la douce odeur de la crème d'une feuille, du parfum d'une fleur, de tous les coléoptères, c'est le plus gros des mangeurs. Tous les jours il finissait son assiette, il gonflait comme un ballon de basket. Ses mâchoires mastiquaient d'un geste automatique, ses papilles dansaient le twist, le rock acrobatique. Le petit charançon dégustait une agave, il se gavait, 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 sous la plus jeune feuille, à la verticale, jamais ne calait, 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 le nectar de la plante aux épines qui démange, il mangeait, 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 quand il était repu, il traînait sa carcasse pour casser, casser la croûte. Le déjeuner durait toute la journée, son délire à lui c'était de manger. Il valait mieux l'avoir en photo qu'à sa table, car son coup de fourchette était impitoyable. Le petit charançon dégustait une agave, il
se gavait, 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 sous la plus jeune feuille, à la verticale, jamais ne calait, 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 le nectar de la plante aux épines qui démange, il mange, mange, mangeait, mange, mange, mangeait, quand il était repu, il traînait sa carcasse pour casser, casser la croûte. Et le jour où je lui ai demandé, Charançon, va-t'en de là s'il te plaît, il m'a dit, si tu t'approches, je te mange les orteils, essaye donc de me toucher et je te croquerai l'oreille. Heureusement que Suzanne était là, une idée par la tête lui passa. Elle prit les prunes du baluchon et les posa sur un caillou, les présenta au Charançon qui salivait déjà comme un petit Charançon. Dégustait une prune, il se gavait, 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 gavait sur le plus beau de ses fruits. À l'horizontale, jamais ne calait, 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 calait. Le nectar de la quetch avait un goût étrange. Il mangeait, 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 mangeait. Quand il était repu, il traînait sa carcasse pour casser, casser la croûte. Le Charançon était parti et la gave était soulagée. Une douceur dans sa voix apparut. Merci les amis, je vous dois une fière chandelle. Comme promis, je vous délivre mon secret. Vous trouverez le mage volant en marchant 3 jours en direction du nord. Vous devrez traverser cette forêt et au cœur du grand désert de rocailles se trouvera une oasis. C'est là qu'il vit. Et pour vous remercier encore, je vous offre mon bâton de fleurs. J'ai l'impression qu'il vous sera utile pour la fin de votre aventure. Ce présent me toucha beaucoup et scella notre amitié qui n'était pas gagnée d'avance. Suzanne et moi retournâmes au village prendre des provisions pour quelques jours. J'enveloppais des morceaux de pain et ma gourde dans le baluchon attaché au bout de la grande tige offerte par la gave. Le petit matin arrivait et nous partîmes à la rencontre du magicien volant. La route était sinueuse et bordée de cactus, et il fallait faire attention aux épines. Commençait ensuite le désert aride. Ma gourde avait beau être grande, elle se vidait à une vitesse inquiétante. Même si je prenais soin de laisser un peu d'eau à ma petite compagne de route. Mais il fallait continuer à marcher. Nous devions coûte que coûte trouver ce mage qui saurait sauver l'univers. Et puis, plus une goutte. Je commençais à désespérer. Nous allions rapidement nous déshydrater. Une nouvelle dune nous faisait face. La nuit tombait et aucun refuge n'était possible. Je m'allongeais par terre en regardant la seule et unique étoile visible dans le ciel. C'était la fin pour nous. C'était la fin de l'univers tout entier et j'étais triste. Mais heureusement, Suzanne était là pour me réconforter. La nuit porte conseil. Nous allons trouver une solution. Je fus réveillé beaucoup trop tôt par une Suzanne toute excitée qui me dit « Réveille-toi, réveille-toi, tu ne vas pas en croire tes yeux. » J'avais du mal à parler car ma bouche était sèche. Je peinais à sortir du sommeil et j'étais de mauvaise humeur. « Suzanne, laisse-moi, c'est la fin, nous sommes perdus. » Lève-toi, idiot, et suis-moi. Tant bien que mal, je me levai et suivis la petite souris qui bizarrement était de très joyeuse humeur malgré les circonstances. Elle se dirigea vers la dune, je lui fis signe que je n'en pouvais plus. Je tombais à terre. Elle prit mon col entre ses dents et tenta de me hisser. J'étais évidemment beaucoup trop lourd pour elle. Elle me dit alors « Fais-moi confiance, je crois qu'on est arrivé. » Je sentis alors un regain d'énergie monter en moi. Je me relevai et grimpai aussi vite que possible pour rejoindre le sommet de la dune.
nous vîmes apparaître devant nous un somptueux spectacle. En contrebas, un grand lac ondulait sous l'effet du vent, entouré d'une myriade de plantes, d'arbres et d'animaux en tout genre. Au loin, on pouvait apercevoir une immense cascade à laquelle des éléphants venaient s'abreuver. Je me grattais la tête éberlué. Ça, pour une oasis, c'est une oasis. Nous nous précipitâmes alors tous deux vers le point d'eau pour nous hydrater. Soudain, un énorme ballon volant cacha le soleil de midi. Sur le sol dansaient les ombres colorées, les reflets de la lumière transperçaient l'enveloppe. Sans bruit, l'engin coucha l'herbe fraîche et se posa enfin. C'est alors que nous le vîmes surgir sur le pont. D'une main vive, il se saisit du cordage et son bras opposé se tendit. La paume ouverte, il décrivit un arc de cercle en nous lançant, sourire aux lèvres. « Bienvenue dans mon monde !» Sa barbe lui arrivait aux genoux et, malgré son grand âge, il était d'une agilité impressionnante. C'était lui, le mage volant. « Je me présente, je suis Pargus et je vous attendais. » Il nous proposa de monter dans sa montgolfière pour nous présenter son œuvre, le monde qu'il avait créé. Dis-moi le mage, arrête les secrets, descends de ton nuage et viens nous raconter comment les montagnes ont poussé dans le désert. Il n'y avait que du sable, maintenant tout est si vert. Et sur les collines d'où viennent toutes ces fleurs, pissenlit, coronie, aussi douces odeurs. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de prononcer la formule adaptée. Volcano, Colinus, Himalaya, Atlas, Altaï. Dis-moi le mage, arrête les secrets, descends de ton nuage et viens nous raconter. Viens nous dire comment arrivent les nuages, transforment en océan un vieux désert de sable. Par-dessus les sommets, les forces atmosphériques arrosent à grande pluie les nappes phréatiques. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de prononcer la formule adaptée. Cours d'eau, Danubius, Mala, Victoria, Baïkal. Dis-moi le mage, arrête les secrets, descends de ton nuage et viens nous raconter. Au bord de la mer, il y a plein d'animaux. Quel est ce mystère? Comment sont-ils venus? Dans cette oasis où règne l'harmonie, entre les écrevisses et les éléphants gris. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de prononcer la formule adaptée. Uldo, lombricus, hippopotame, noir crotal. Dis-moi le mage, arrête les secrets, descends de ton nuage et viens nous raconter comment les étoiles qui brillent dans la nuit s'enfouissent dans le sol, là-bas sous la prairie. Et lorsqu'elles s'envolent, elles guident jusqu'ici les grands voyageurs. Quelle est cette magie? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de prononcer la formule adaptée. Constello, Canopus, Alpha du centre orbital. Nous étions ébahis devant le splendide spectacle qui se déroulait sous nos yeux. Puis la mine du mage s'assombrit. Nous allons maintenant atterrir dans la prairie des constellations. C'est ici que j'ai besoin de votre aide. Et en effet, cette prairie était bien triste. Il ne restait plus au sol que de toutes petites pâquerettes flétries et de rares bleuets fanés. C'est alors qu'une étrange créature apparut. Parguise, c'est une catastrophe. Il n'y a plus une fleur ici.
J'étais toute seule la nuit dernière. Et j'ai bien peur de ne pas pouvoir accomplir ma mission la nuit prochaine. À y regarder de plus près, je fus surpris de voir que cette drôle de petite bête possédait 2 bras et 2 jambes, et les seules choses qui la différenciaient de moi étaient sa toute petite taille et ses 4 ailes rouges à pois noirs. Je pris la parole. « Qui es-tu ? Et comment pourrais-je t'aider ?» Je suis Polaris et je suis une étoile. Au crépuscule, mes amis et moi, nous nous envolons au-dessus des nuages. Le pollen des fleurs de cette prairie nous fait briller dans la nuit. Mais comme tu peux le voir, il n'en reste plus beaucoup. Je suis la dernière à pouvoir encore briller. Pargus le mage poursuivit. Elles étaient des millions il y a quelques jours. C'est une spirale infernale. S'il n'y a plus d'étoiles dans le ciel, c'est parce que les fleurs ne poussent plus dans cette prairie. Et si les fleurs disparaissent, c'est parce que les étoiles s'éteignent. Elles s'enfouissent alors dans la terre pour entrer dans un sommeil infini. Alors vite, Pargus, utilise tes pouvoirs de mage pour soulever la terre et libérer les étoiles. Suzanne, tu l'auras remarqué, je ne suis plus tout jeune. Et mes pouvoirs sont aujourd'hui très limités. Il prit quelques minutes pour réfléchir. Il y aurait bien une solution, mais j'aurais besoin d'un musicien. Je pourrais me débrouiller, mais je n'ai pas d'instrument. Des instruments ? Il y en a partout dans la nature. La musique, c'est le son de la pluie qui tombe sur les feuilles, le bruit de l'herbe qui s'écrase sous nos pieds, le sifflement du vent qui s'engouffre dans la vallée. Cela ne nous avançait pas beaucoup. J'avais l'impression qu'il commençait à yoyoter un peu. Voyant notre air étonné, il continua. Ce bâton de fleurs là, par exemple, il fera très bien l'affaire. Quoi ? Celui qui porte mon baluchon ? Eh bien, qu'attends-tu ? Suzanne commença alors à grignoter l'intérieur du bâton avec ses petites dents acérées. Quelques minutes plus tard, on la vit ressortir par l'autre extrémité. Pargus prononça une mystérieuse formule qui envoûta le bâton. De fleurs musicales. Et ce dernier s'envola dans ma direction. Aïe ! Un son bizarre se fit entendre lorsque je soufflais dans le bâton de fleurs. Et Polaris se mit alors à briller. Une traînée de poussière incandescente la suivit et retombait doucement sur la prairie. Les vibrations de la musique remuèrent la terre et découvrirent les galeries creusées par ses amis les étoiles. Elles s'embrasèrent une à une, bâillant et s'étirant pour sortir de leur long sommeil. Puis, dans un tourbillon d'étincelles, elles s'élevèrent doucement vers le ciel. Nous étions sauvés, les étoiles retrouvaient leur place dans l'univers. Le mage nous invita de nouveau à monter à bord de sa montgolfière pour accompagner l'ascension des étoiles. C'était comme si nous nous retrouvions au cœur d'un immense feu d'artifice. Les étoiles tournoyaient autour de nous dans une danse erratique. On pouvait facilement reconnaître Polaris car elle brillait 2 fois plus que les autres. Elle se rapprocha de nous et nous fit signe de la main pour nous dire au revoir.
le calme revint peu à peu. Chaque étoile trouva sa place et y resta immobile jusqu'au petit matin. Aujourd'hui, lorsque je regarde les étoiles allongées sur l'herbe avec Suzanne, je repense à cette histoire. J'entends à nouveau les chants de Pukaïna et j'ai une tendre pensée pour mon tonton pirate avec qui tout a commencé. Je revois le message caché dans le rayon vert, je revis ma rencontre avec l'agave, Et toi? puis la traversée du désert, et enfin le monde extraordinaire du magicien Pargus. Polaris et ses amis continueront encore longtemps de briller dans l'obscurité pour guider les voyageurs égarés. Chers amis, j'espère que mon histoire vous a plu. À bientôt peut-être pour de nouvelles aventures.